Franck Agéry. Bonjour Jean-Philippe. Franck Agéry, professeur à Mines ParisTech, voilà, PSL Université. Chroniqueur également dans Alternative économique, des chroniques qu'il faut absolument lire où vous éclairez à la lumière de la gestion et des concepts de gestion, des réalités que d'ordinaire on éclaire d'un point de vue économique. Crise écologique, sortir du biais pro-innovation, c'est votre chronique du 13 septembre 2021. Donc vous dites attention warning, arrêtons d'avoir un peu trop d'espoir dans l'innovation pour nous sortir du drame écologique. C'est tout à fait ça. Donc vous n'êtes pas, si vous avez suivi l'actualité avec la campagne présidentielle, on nous explique que la solution qui nous sortira de la crise écologique, c'est effectivement toute une série d'innovations technologiques. Donc il y a une sorte de solutionnisme technologique qui s'impose. Alors ça peut être les centrales nucléaires, les éoliennes, les voitures électriques, les panneaux solaires, etc. Et cette approche, cette vision est notamment défendue par des économistes. Et donc dans cette chronique, je me suis appuyé notamment sur l'ouvrage récent qui est sorti en 2020 par Philippe Aghion et un certain nombre de co-auteurs autour de l'idée de destruction créatrice et donc de cette idée que l'innovation est la solution à la fois aux problèmes de pauvreté, de croissance et de crise écologique. Donc il y a une sorte de doxa de l'innovation verte, selon les économistes. Alors je n'ai pas choisi Philippe Aghion au hasard, puisque c'est le conseiller économique principal de notre président Emmanuel Macron. Et en gros, il y a 4 piliers qui sont mis en avant. C'est notamment la fiscalité écologique, dont essayer d'orienter les comportements grâce en particulier à la taxe carbone, les subventions à la R&D, la diffusion des technologies vertes, la taxe carbone aux frontières et l'éducation des citoyens. Et donc dans son livre, il prend un certain nombre d'exemples, dont celui de la voiture électrique, qu'il considère comme innovation verte. Et donc il explique que l'enjeu, c'est d'accélérer la transition des véhicules thermiques vers les voitures électriques. Alors la question, c'est la question de ma chronique, faut-il prendre pour argent comptant cette thèse qui est assez simpliste, dirons-nous. Et donc, quels sont les biais de ce raisonnement et ses angles morts? Alors, dans la chronique, je développe plusieurs points. Alors, le premier point, je reviens un peu sur l'histoire, donc les leçons de l'histoire. D'abord, pour rappeler que la crise écologique actuelle est le résultat d'innovations passées. C'est parce qu'on a développé les voitures thermiques, qu'il y a une croissance effrénée, qu'on a développé l'innovation intensive avec une accélération de la sortie et du renouvellement des produits, qu'on a engendré autant d'émissions de gaz à effet de serre et un épuisement progressif des ressources. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je m'appuie également sur le travail d'un historien qui est très connu et très intéressant, qui est Jean-Baptiste Fresseuse, qui a écrit plusieurs ouvrages, où il critique l'idée de transition énergétique. Parce que dans la vision classique, y compris d'ailleurs, il explique, qui est reprise par beaucoup d'historiens, on serait passé du bois à la vapeur, au pétrole, et puis au charbon, au pétrole, et puis demain aux énergies renouvelables. Et il explique qu'en fait, lorsqu'on regarde les chiffres de production, de consommation, cette thèse est totalement erronée et qu'on a plutôt une addition énergétique. Alors comment expliquer ce paradoxe? C'est qu'il dit, en fait, il y a un biais, c'est qu'on est beaucoup trop concentré sur la production d'énergie. Et on ne regarde pas l'ensemble du système, ce qu'il appelle, lui, la symbiose énergétique, c'est-à-dire tous les matériaux, les technologies qui sont nécessaires à la production ou à la consommation. Donc il dit, par exemple, au XIXe siècle, quand on a développé les trains, donc le ferroviaire, on a eu besoin d'énormément de bois. Il a fallu raser des forêts entières pour construire, pour alimenter la construction des rails, des ponts, etc. Et donc, il défend cette thèse qui est tout à fait intéressante. Alors, le deuxième point que j'introduis, alors évidemment, cette idée de transfert de pollution, d'une certaine manière, elle reste complètement d'actualité, notamment avec les technologies vertes. Parce que les technologies vertes qui sont présentées comme étant propres, en fait, engendre un transfert de pollution vers l'amont. C'est-à-dire, si je prends les voitures électriques, à l'usage, effectivement, vous n'émettez pas de CO2 et vous n'émettez pas de polluants atmosphériques. Il faut bien le produire.
il faut bien les produire. Et pour les produire, il faut de l'acier, etc. Mais il faut aussi de nouvelles ressources qui n'étaient pas dans les véhicules précédents, comme des métaux rares, des métaux critiques, dont l'extraction est extrêmement polluante et dont les réserves sont limitées. Donc si on n'intègre pas ces dimensions, on passe un petit peu à côté du sujet. Le deuxième point, alors ça c'est un point assez ancien, c'est ce que j'appelle le biais pro-innovation. Alors, dès 1962, il y avait un sociologue américain, Everett Rogers, qui disait « Le problème de l'innovation, c'est qu'on nous présente toujours que les bénéfices et jamais les retombées négatives éventuelles. » Et alors, je dirais, ce constat n'a fait que perdurer, depuis augmenter, empirer. Et c'est un problème. Alors, comment en sortir? Il y a une stratégie qui est relativement simple. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les débats autour de l'innovation responsable. C'est-à-dire qu'il faut démocratiser la gouvernance de l'innovation. Il faut surtout ne pas la laisser aux seuls experts. C'est associer différents acteurs dès l'amont, dès la conception des innovations, pour essayer d'anticiper les conséquences négatives et éventuellement les résoudre. Donc ça, c'est un point évidemment central. Et puis, le troisième point, c'est l'impensé de la consommation. Alors ça me frappe beaucoup, c'est-à-dire que tous les discours politiques, et je pense qu'il y a un enjeu politique, sont centrés sur la production. Pourquoi? Parce que, d'une certaine manière, c'est rassurant. On dit, on a des solutions techniques aux problèmes écologiques, vous n'avez pas besoin de changer vos modes de vie. Mais on voit bien qu'en fait, il y a une limite. C'est-à-dire que même si on améliore l'efficacité de chaque produit, si la production et la consommation continuent à augmenter, on ira dans le mur. Donc si je prends l'exemple de la voiture, le parc automobile mondial a complètement explosé depuis des décennies, notamment dans les pays émergents. Si cela continue, donc on va avoir besoin de matière pour fabriquer ces voitures, mais aussi il va falloir construire des routes, des ponts, des parkings, ça va contribuer à l'étalement urbain dans tous les pays du monde, et on voit bien qu'on sera assez loin de la transition écologique. Donc la question de la consommation est centrale, donc il y a des réflexions très intéressantes, y compris en sciences de gestion, je pense notamment aux travaux de Valérie Guillard de l'Université Paris-Dauphine, qui met en évidence qu'en fait il y a des nouveaux modèles de sobriété qui sont à inventer, qui n'impliquent pas nécessairement une décroissance, mais qui supposent une intensification des usages, en fait, des usages des produits. Alors, ça peut être l'économie dite de fonctionnalité, le développement de la réparabilité, de la seconde vie des produits, de la réutilisation. Et ça, ce sont des questions sur lesquelles je travaille actuellement beaucoup autour de l'économie circulaire. On le voit, prendre le regard du professeur de gestion et de management, ça fait voir une toute autre réalité que le regard de l'économiste. Merci Franck Agiry. Merci.